Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro dès le saviez-vous de Parlons Histoire. Avant toute chose, j'aimerais vous annoncer ma venue à Nice les 18 et 19 février 2017 pour le Play Azure Festival, j'espère vous y voir nombreux. Rendez-vous à Nice. Vous avez certainement déjà vu ces images, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis d'Amérique, est assassiné lors de son mandat. Mais il y en a d'autres. Au total, en 2016, sur les 45 présidents qu'ont eu les États-Unis, de George Washington à Donald, 4 furent assassinés durant leur mandat, Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901 et enfin John Fitzgerald Kennedy en 1963. Bien, mais le saviez-vous, le 7e président des États-Unis d'Amérique, Andrew Jackson, a subi quant à lui la toute première tentative d'assassinat, tentative qui a lamentablement échoué. Voici pourquoi. Bon alors, Andrew Jackson, on dirait pas comme ça, mais il est du genre badass. En 1780, les États-Unis ne sont même pas encore indépendants, la guerre d'indépendance justement vis-à-vis de l'Empire britannique bat son plein depuis 1775, et Andrew Jackson a 13 ans. Andrew n'a que 13 ans et va déjà aller se battre contre les Anglais d'ailleurs. Rapidement, Andrew et l'un de ses deux frères sont faits prisonniers de guerre par les Britanniques. Ils meurent presque de faim en captivité. Ah bah, l'histoire commence bien. Durant leur emprisonnement, les deux frères attrapent la variole, ça ressemble à ça. Et à l'époque, le vaccin n'existe pas, donc on peut en mourir très rapidement. Heureusement pour eux, peu de temps après, leur mère obtient leur libération en insistant sur leur âge. C'est vrai que 13 ans c'est quand même assez jeune, mais le frère d'Andrew meurt quand même de la variole. Sa mère meurt du choléra 6 mois plus tard, tous les membres de sa famille proche sont morts, à 14 ans le mec est orphelin. Avançons jusqu'au 4 mars 1829. Andrew Jackson est élu le 7e président des États-Unis d'Amérique. Cela ne fait que 46 ans que les États-Unis existent, 1783, et il ressemble à ça, à l'époque. La partie Est, la première partie colonisée par les Européens, ressemble à peu près au pays d'aujourd'hui. Par contre, l'Ouest est encore en cours de conquête. D'ailleurs, Andrew Jackson, dans sa jeunesse, combattra de nombreuses fois les Indiens, notamment les Creeks. Au sud, on trouve l'Empire mexicain, qui s'est déclaré indépendant quelques années auparavant, en 1821. À l'ouest se trouve l'Oregon Country, un territoire administré conjointement par les États-Unis et l'Empire britannique. Au centre des territoires non organisés, c'est-à-dire des territoires acquis assez récemment par les États-Unis, mais ils ne sont pas encore organisés en État. C'est d'ailleurs ici que Jackson décide de déporter de nombreuses populations amérindiennes. C'est l'Indian Removal Act qui ordonne la déportation des Amérindiens vivant dans les territoires compris entre les 13 États fondateurs, et le Mississippi, acte qui a occasionné de nombreux morts. Les historiens même se chamaillent un peu pour savoir si on peut parler de génocide ou non. Donc, Andrew Jackson dirige cet ensemble hétéroclite que sont les États-Unis, et le 30 janvier 1835, il va subir la toute première tentative d'assassinat contre un président américain en exercice. En ce jour humide et brumeux du 30 janvier 1835, le président vient d'assister à des funérailles d'un des membres du Congrès. Ce qui correspond à notre Parlement en France. Une fois la cérémonie terminée, le président sort du bâtiment, et là, un peintre au chômage, Richard Lawrence, l'aperçoit. Il sort alors un pistolet de sa veste, vise, boum! Mais là, la balle n'est pas partie. Donc là, si la scène se déroulait en 2016, on pourrait s'attendre à voir ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Andrew Jackson était du genre badass. Le président, qui a 68 ans, qui se déplace avec difficulté, décide de se diriger vers le tireur, histoire de le corriger avec un bon coup de canne. Mais avant que le président ne puisse le rejoindre, Lawrence sort un second pistolet de sa poche, il vise, tire, rien. Le second pistolet n'a même pas tiré. Du coup, pendant ce temps-là, le président arrive au niveau de Lawrence et lève sa canne pour lui donner une bonne correction. Vil sacripant! Lawrence l'esquive et tente de s'enfuir, mais la foule présente l'en empêche et il est arrêté. Les pistolets de Lawrence ont été examinés par la suite, la poudre a été dite de bonne qualité et quand ils ont été testés, les deux pistolets ont tous les deux tiré. Alors pourquoi ce jour du 30 janvier 1835? Non. Rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure que ce jour était humide et brumeux, et ce n'est pas pour rien. En effet, les conditions humides de la journée ont fait que les deux pistolets se sont grippés. C'est ballot. Ce pseudo-attentat a fait que le président fut davantage apprécié par la population, car la religion étant très présente dans la société américaine à cette époque, les gens se sont dit que de sortir d'une telle tentative d'attentat, où le mec a prévu 2 pistolets pour être sûr de pas rater le président, eh bien, ça relève de la providence divine, et même Andrew Jackson y croyait. Après interrogatoire, Lawrence avoue avoir agi ainsi parce que le président aurait tué son père, ce qui est faux, ou alors parce qu'il a perdu son travail par sa faute. Puis, tenez-vous bien, il affirme être le roi Richard III.
Oui, un roi anglais décédé 4 siècles plus tôt. Dernier argument de Lawrence, c'est parce que le président s'oppose à la création d'une banque centrale. Ça c'est vrai par contre. Et donc tous ces problèmes ne peuvent se résoudre selon lui qu'avec la mort du président. Logique. Sans surprise, le jury l'estime non coupable à cause de la folie. D'ailleurs, durant le procès, Lawrence jugea indigne qu'il soit jugé par des roturiers. Un terme très péjoratif pour dire que vous n'êtes pas noble. Sympa. On ignore aujourd'hui si Lawrence était véritablement fou ou pas, qu'il ait feint à la folie pour éviter la peine de mort. Dans tous les cas, Lawrence fut confiné dans un asile pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, les Américains peuvent voir Andrew Jackson tous les jours. Si, ils ont mis sa tête sur le billet de 20 $. Et ce depuis presque un siècle en 1928. Et aujourd'hui, il y a 8,6 milliards de billets de 20 $ en circulation. C'est tout simplement le billet le plus répandu. En 2020, l'ex-président Jackson, assez peu populaire aujourd'hui à cause de son rôle dans la déportation de nombreux Amérindiens, devrait disparaître des billets de 20 $ pour laisser la place à Harriet Tubman, une esclave libérée qui participa à la guerre de sécession et lutta pour le droit de vote des femmes. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux, mais surtout à partager la vidéo, merci. Un énorme merci à tous mes tipeurs qui me font confiance, cette émission se construit et s'améliore grâce à vous. Rejoignez-les, j'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire.